Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui qui vous retrouve pour votre émission sur le cinéma, Ciné Efriqiya, sur votre chaîne Efriqiya FM. Nous avons commencé à évoquer le cinéma d'un grand pays, d'un géant du continent africain, c'est l'Afrique du Sud, la RSA. Et je vous ai parlé en introduction dans la première émission sur de l'historique du cinéma sous le régime de l'apartheid. On peut continuer là en disant que durant toute cette période des années 70 et 80, l'Afrique du Sud qui est commencé à être attaqué de toutes parts parce que, bien sûr, les pays africains sont maintenant devenus indépendants. Le mouvement anticolonialiste a pris de l'ampleur, l'Union soviétique est là, il y a un autre équilibre du monde et donc il y a des appels au boycott très importants qui ébranlent même l'Amérique, les alliés proches de l'apartheid et donc des appels au boycott que suscite l'apartheid à l'étranger. Malgré cela, l'Afrique du Sud continue à attirer les productions et les coproductions internationales. Quand on dit internationales, surtout américaines, donc le cinéma américain et Hollywood continuent ouvertement et de manière honteuse à soutenir ce système de l'apartheid. On peut citer par exemple en 1974 le film Gold de Peter Hunt avec Roger Moore. Roger Moore qui était l'acteur, un des acteurs de OSS 117, de James Bond, un acteur anglais, international qui travaille à Hollywood et donc qui viennent donner leur caution à un régime pareil. Les Oies sauvages également de Andrew McLaglen. Andrew McLaglen est connu pour ses westerns américain, il a réalisé beaucoup de films dans lesquels figurait John Wayne, qui est également un homme de droite qui s'est signalé et caractérisé par ses prises de position pro-apartheid et racistes. Et donc, et ce film-là, dans Les Oies sauvages, il y avait un grand acteur britannique qui était un lord, qui était l'oscarisé, qui est Richard Burton. Richard Burton, donc vous voyez la réputation de ces gens qui se mouillent et se compromettent avec l'apartheid. Il y a également le putsch des mercenaires. Je voulais vous signaler tous ces films qui ont été faits à l'époque avec les capitaux hollywoodiens pour bien montrer la connivence qui existait avec l'apartheid. Donc il y avait le putsch des mercenaires de James Fargo, lui aussi un grand cinéaste américain, avec un grand acteur anglais qui s'appelle Richard Harris et qui a fait une carrière remarquable aux États-Unis. Ensuite, il y a eu en 1979 l'ultime attaque de Douglas Hickok avec Burt Lancaster, pas moins que Burt Lancaster. Je peux citer encore Shaka Zulu en 1986 avec Christopher Lee,
le fameux Christopher Lee qui faisait les Dracula et les films d'horreur. Donc vous voyez, toute cette liste, c'est uniquement pour dire à quel point ce cinéma américain s'est compromis avec l'apartheid. Au début des années 2010, bien sûr après la fin de l'apartheid, le sursaut et la mobilisation de l'industrie cinématographique africanaire autour de la langue afrikaans et de sa culture permet à 40% des productions sud-africaines d'être des productions africanaires ou plutôt tournées en afrikaans. Donc, malgré la fin de l'apartheid, début 2010, on est presque 10 ans après la fin de l'apartheid, il continue, 40% des films sont encore tournés en afrikaner. En 2012-2013, le cinéma afrikaner affiche ainsi le record de 17 films sortis en salle dans des nouvelles villes, quelquefois construites pour accueillir des populations blanches qui ont quitté, par exemple Johannesburg, ou quitté Pretoria pour aller se réfugier dans des villes totalement équipées qui sont pratiquement habitées par des afrikaners. Les films qui sont, ces 17 films qui sont sortis en salle sont pour la plupart des films de divertissement, des films de caractère léger. Il n'y a rien de profond. Ce sursaut, cependant, permet la fréquentation importante des salles de cinéma par les afrikaners qui se retrouvent là-dedans, peut-être par nostalgie, et en même temps, ça permet le développement de la télévision privée en afrikaans sous la tutelle d'institutions dotées comme DSTV-Com. Ce qui veut dire quand même que les afrikaners n'ont pas été réprimés lorsque Mandela a pris le pouvoir en 91-94 et que l'African National Congress, qui est le parti dominant en Afrique du Sud, est devenu le parti dominant, mais il ne s'est pas vengé, il n'a pas empêché, contrairement à ce qu'ont fait les Afrikaners, il n'a pas empêché les Afrikaners de tourner dans leur langue et de développer leur propre culture. Si la plupart des productions cinématographiques tournées en Afrique du Sud et d'origine américaine, bien sûr, on a bien montré, il persiste quand même une production indépendante qui est propre à l'Afrique du Sud et des films s'inspirant de l'esprit tiers-mondiste. Mais ça, ce sont plutôt en majorité des gens, des Africains de souche, des gens de couleur qui ont développé ce qui n'a pas empêché quand même quelques cinéastes sud-africains blancs, souvent communistes, qui ont adhéré à cette tendance également. Les films sud-africains bénéficient de grosses subventions du ministère de la Culture dans ce pays, ce qui a permis le développement de productions entièrement nationales. Le cinéma sud-africain qui a été marqué par les années de l'apartheid,
traite de sujets aussi divers que l'histoire, les discriminations, bien sûr. On remet un peu les choses à plat pour le grand pardon ou bien le grand déballage, la violence dans les townships. Ainsi, par exemple, le film Zulu for Letter de mon ami Ramadan Suleiman, que Ramadan Suleiman a réalisé en 2004. District 9 du réalisateur Neil Blomkamp, sorti en 2008, qui va utiliser les codes de la science-fiction pour dénoncer les politiques de ségrégation. Il montre un peu les racistes comme des zombies. Les différents rapports entre les blancs et les noirs vont être abordés parfois avec humour dans la comédie Fanny Furi Lobola, qui a été réalisé en 2012 par Hank Pretorius, qui lui est un cinéaste blanc engagé. En parallèle, il subsiste une petite production de films en langue afrikaans, pour la plupart des comédies qui restent très appréciées par cette communauté. Mais la tendance est en train de s'inverser. Avant, on avait l'immense majorité de films en afrikaans. Maintenant, c'est une autre chose. Il y a des films en zoulou, il y a des films dans les différentes langues, et des films en anglais, ou des films en anglais et langues mélangées avec des langues locales. Et donc, la tendance s'est inversée et la majorité n'est plus dans la production, n'est plus à la production de films en afrikaans. L'économie du cinéma en Afrique du Sud bénéficie de pouvoirs non négligeables pour attirer les grosses productions étrangères. Il y a des studios, il y a une industrie cinématographique très forte qui s'est développée, spécialement après l'apartheid, à la faveur des tournages des grandes productions américaines que nous avons citées auparavant, et qui ont laissé quand même des traces dans les traditions de tournage, de formation sur le tas, de technicité, etc. Ça a été le côté positif. Et donc, l'Afrique du Sud continue maintenant à attirer les grosses productions étrangères parce que ces productions se sentent à l'aise et avec un terrain sur lequel ils peuvent s'appuyer. La présence de décors naturels, évidemment, de lumière naturelle pour les tournages, mais aussi de coûts de production très attractifs qui bénéficient également de décisions gouvernementales le gouvernement sud-africain qui a accordé des réductions fiscales importantes à l'industrie cinématographique et à tous ceux qui voulaient venir tourner en Afrique du Sud. Le film américain, par exemple, Invictus, a été tourné en 2009 en Afrique du Sud par Clint Eastwood. Il y a un autre film également qui est Blood Diamond. On va revenir à tous ces films-là. D'Edward Zik, qui est un grand réalisateur également. Et puis, il y a le film de d'Andy Nichol qui s'appelle The Lord of War, le Seigneur de la guerre, qui est un film très engagé sur les marchands d'armes. Voilà, donc c'est un cinéma évidemment qui prend son envol à partir d'une base qui n'était pas la sienne, mais qui s'est adaptée. Puis on va voir dans la prochaine émission comment des cinéastes sud-africains, comme par exemple des pionniers, on va évoquer des gens comme Lionel Ngakane, comme Suleiman Ramadan, etc., qui se sont imposés petit à petit et qui ont donné un caractère à la fois national, ancré dans la réalité sud-africaine, avec des langues sud-africaines, et également un engagement
qui a fait que le cinéma sud-africain est devenu vraiment un cinéma africain, parmi les cinémas africains dominants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie également Sidi Ahmed Belli pour nous avoir accompagnés pour cette émission. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission de Ciné FRIA. À très bientôt.